ça parle de Hilda, qui est une voyageuse du temps. Elle vient du futur, donc elle vient d'un futur qui est complètement dévasté, qui a été complètement détruit par une technologie qui vient de 3 pierres. Et The Mind parle de comment elle va obtenir la première pierre. L'idée du voyage dans le temps, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intéressé parce que ça permet beaucoup de possibilités sans que ce soit vraiment très impactant pour l'histoire. Donc en gros, je pouvais faire revenir en arrière mon personnage, je pouvais la faire interagir différemment avec d'autres et je pouvais justement mettre tout ce contexte des différentes loopes, donc de toutes les fois où elle a recommencé dans le temps. Et du coup, j'ai pu utiliser toutes ces mécaniques-là pour faire vivre l'histoire et pouvoir rajouter plus d'enjeux et pouvoir rajouter même une fin un peu inattendue. C'est des mécaniques de storytelling qui sont très inhabituelles. D'avoir une histoire qui s'est déjà passée, parce que toute l'histoire de The Mind est construite autour de Hilda et de son retour dans le temps, ses retours dans le temps. Tout ça fait que c'est des techniques de storytelling assez intéressantes à explorer. Donc en tant que scénariste-réalisateur, c'est des choses qu'on se dit, tiens, notre héroïne a déjà fait ça, est-ce qu'elle l'a déjà fait, est-ce qu'elle l'a jamais fait? Il y a une très grosse anecdote là-dessus sur le rôle de Breit et de Lucian. C'est que dès que j'ai commencé à écrire le scénario, je sais pas pourquoi, mais je voulais Amaury et Grégory. Et ça, c'était vraiment un truc. J'avais écrit vraiment Breit et Lucian, je les ai vraiment écrits pour ces 2 comédiens. Bon, c'est quoi le plan? On doit récupérer ça. Un caillou. Breit, c'est quelqu'un un petit peu à la Han Solo, qui peut travailler seul et qui sait se débrouiller seul. T'as oublié j'avais gagné ton blaster? Mais quand vient une équipe, il donnera tout pour son équipe et il fera en sorte que ce soit l'équipe avant la personne. C'est comme ça que moi j'ai pu le découvrir et l'interpréter même. Et pour Hilda, ça a été un peu plus compliqué, parce qu'à la base, on avait une actrice qui a décidé de se séparer du projet, ce qui est totalement compréhensible, voilà, c'était une étudiante, elle avait ses cours et tout. Et du coup, on a lancé un casting pour Hilda. Et le casting pour Hilda, on a eu à peu près, je pense, une dizaine de candidates. Donc Hilda, c'est un personnage fort, charismatique, vaguement dur, mais malgré elle, en fait, par son expérience de vie et de combat permanent, hein, ça l'a endurcie. Donc elle a ça physiquement, une espèce de présence brute, mais elle a une éthique très forte aussi, et c'est ce qui la pousse à mener ses combats, en fait. Et elle a des petits moments émotionnels intéressant. Ce qui fait que c'est un personnage complexe parce qu'a priori un peu stéréotypé, voilà, badass, mais qui a ses subtilités. Donc ça ajoute aussi une complexité au personnage. Tout ce qui se passe dans le film, elle l'a déjà vu, elle l'a déjà vécu. Donc comment ajouter cette surcouche-là et que ce soit visible, mais pas trop pour le spectateur? Vous ne pouvez pas comprendre.
J'ai déjà vécu ça. Détrompez-vous. Si tout le monde meurt, personne ne survit. Détrompez-vous, je comprends parfaitement. Mais des fois, les sacrifices sont quand même nécessaires. C'est une scène que j'ai adoré jouer avec Amaury, où il y a plein d'enjeux. C'est ça qui la rend intéressante. Du point de vue du scénar, du point de vue du relationnel, du point de vue de l'éthique, du point de vue de l'histoire personnelle de Hilda, il y a tout ça qui se joue, ce qui rend la scène complexe et intéressante, mais pas évidente non plus. Elle discute avec Brecht justement de ces questions éthiques ou pas, quand il évoque que ouais, pour nos objectifs c'est bon, on explose tout le monde, qu'est-ce que ça vaut quelques soldats pour cette cause-là qui est éthique. C'est drôle parce que là il rejoint finalement Hilda, lui qui revendique un côté ouais, j'arnaque, je suis sans morale et je brandis ça avec un côté détaché. Finalement là on découvre chez Brecht aussi une profondeur. Il est touché par ça, par cette cause. Contenant la pierre. 2 mains. Le château de Luciane, mais c'est une forteresse. Personne ne le sait, mais le château dispose de mines. Non, ça, tout le monde le sait. Saviez-vous qu'elles étaient reliées aux catacombes du château ? Alors en tant que comédien, moi j'adore jouer des rôles qui me ressemblent pas du tout. Je suis pas en train de dire que je suis un très gentil, hein, mais jouer un rôle de méchant, déjà à l'idée de jouer un méchant, ça me plaisait. Mais on a joué ensemble et puis c'est bien parce que ça faisait un peu ping-pong et le personnage s'est trouvé tout seul comme ça et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce personnage, beaucoup. Alors effectivement, donc, en tant que chef opérateur, directeur de la photographie, je gère pas forcément toujours la caméra, enfin, pour en parler, je l'ai pas forcément en main, donc il y a un cadreur qui est là pour ça. Mais il m'arrive des fois de prendre la caméra pour filmer. Hier, on a tourné au Mont-Saint-Odile, une des fameuses scènes du film où il y a un combat d'épée, un duel, très bien chorégraphié, très intense. Et comme j'aime particulièrement filmer de l'action, je trouve ça très immersif. Il y a une vraie chorégraphie aussi pour la personne qui va cadrer. Et j'adore faire ça, du coup j'ai pris la caméra et j'ai pu moi-même cadrer cette scène-là. Ouais. Ensuite, quand on refait une prise à baston, je commence plan Luciane. Comme ça, au montage, tu as vraiment les 2 valeurs de plan au début et ensuite tu as aussi tout le combat avec dedans. Et comme ça, on peut partir sur le délire qu'on règle 4 prises. Comme ça, j'en fais 2 valeurs Luciane et 2 valeurs Brecht. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est quand même deux comédiens qui se foutaient sur la gueule avec des bouts de ferraille, quoi, tiens. Et aucun des deux avait d'expérience. Aucun des deux avait... Voilà, exactement. Ils venaient tout juste d'apprendre, hein, clairement. Ils apprenaient bien, on a participé aussi à des répétitions là-dessus. Mais ouais, il y a toujours un petit stress quand tu te dis... ok, quand même... Et c'est pour ça qu'il y avait une sorte d'enjeu qui a été totalement géré, en fait. Alors ils aimeraient pas qu'on dise ça, mais c'est des maîtres d'armes pour moi, c'est des rois de l'épée. Franck et Baptiste. Et alors voilà, au début, moi je crois que ça allait nous prendre 2 soirs à tout casser. Je me dis, oh, on y va 2 soirs, c'est bon, ching, 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 c'est fini. Et en fait, non, ça a duré, je sais pas, ça a facile duré 1 mois et demi, je crois. Ils ont eu beaucoup de liberté, Amaury et Greg. Là-dessus, ils ont eu les bases de la part de Lame d'Antan. Et je sais qu'eux ont rajouté beaucoup de choses dans le combat. Après, ça reste des mouvements, hein, ça reste comme une danse, hein, il faut que ce soit aussi cohérent pour eux. Je sais que Lame d'Antan les a beaucoup accompagnés, mais que le combat, je pense que ils peuvent aussi en être grave fiers parce que c'est eux qui l'ont en partie chorégraphié, je dirais, majoritairement. Tiens. On arrive même du coup à créer par nous-mêmes la chorégraphie qu'il y a dans le film. Ça venait de nous et on s'est inspiré de nos personnages pour créer ce combat. Alors dans un premier temps, on s'est entraîné au Experience Park. Donc on avait travaillé dans un premier temps avec un premier coordinateur des cascades.
Et après, on a commencé à s'entraîner avec les tenues pour s'habituer avec les mouvements, avec les armes. Et ensuite, un autre coordinateur des cascades, William, est venu nous aider, qui lui sort du campus univers cascade. Il est venu nous aider sur des mouvements beaucoup plus professionnels pour réussir beaucoup mieux les combats, donner un style beaucoup plus cinématographique. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu délicat parce que du coup, c'est pas des personnes qui sont, on va dire, formées au combat. Ils font du parcours, c'est des freerunners. Ils sont assez à l'aise avec tout ce qui est acrobatie et souplesse. Du coup, pour se jeter, faire des roulades, des trucs comme ça, ils étaient plutôt à l'aise. C'était déjà un bon point. Mais ça a été, ils ont géré, ils ont compris et réussi à suivre ce que je leur disais. Et on a réussi à faire de chouettes combats, je trouve. Au jour du casting, il y avait 10 Hilda, prétendantes pour jouer Hilda. Et ce qui est marrant du coup, c'est qu'il y a plusieurs de ces prétendantes pour le rôle qui sont revenues sur le tournage pour faire de la figuration. Les gens qui bouffent de la verdure, évidemment, ça ne fait pas des bons voisins. Tous ensemble, nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Nous sommes les nains sous la montagne. Ah ah! Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de postuler pour The Mind? J'aime beaucoup faire de la figuration parce que il y a une bonne ambiance, on rigole bien et je suis insupportable. J'adore faire chier les gens. Merci Yann. Et j'aime bien, en fait c'est ça qui est chouette quand on est figurant, c'est que même si ça se voit pas, moi j'aime beaucoup m'inventer des histoires avec mes personnages et du coup j'aime bien essayer de réfléchir un peu aux personnages même si on le voit que 2 secondes. Sur la première scène où j'étais essentiellement couchée sur une banquette, donc j'ai pas vu grand chose du décor. Donc je dirais là aujourd'hui quand on est là où il y a le puits d'eau en fait, et même si on était enfermé dans la petite prison, c'était assez impressionnant de voir toute la hauteur, tous les cailloux, quoi, voilà. Les décors sont fous parce que t'es dans une mine, quoi. C'est assez impressionnant. Et ce qui est cool, c'est que comme ça se passe dans le futur et que t'es en même temps dans une mine, il y a un côté, l'ancien rencontre le futur en fait. Et il y a un contraste assez intéressant, je trouve. Et les costumes, c'est que des trucs à nous, des trucs de placard, quoi. Donc. Les conditions sont dures, il fait très froid, c'est très humide. Beaucoup d'entre nous sont déjà morts et beaucoup d'autres vont sûrement encore y passer. On attend du secours, on est très maltraités. C'est très dur, désolé. Je me suis caillée, je crevais de froid à un moment donné. Il y avait les techniciens qui passaient. Tiens, prends mon écharpe. Tiens, prends un drap. Vas-y. Donc ça va. Franchement, non. J'ai été dans des pires conditions que ça, donc il n'y a pas de problème. En tant que figurant, là, je joue un mineur, donc qui trouve la pierre, qui fait partie de l'équipe qui trouve la pierre. Je me fais aussi savater par l'équipe des hommes de main. Et je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer, certainement des rôles d'évasion, peut-être que je vais me faire tuer, je ne sais pas encore vraiment. Et je vais revenir aussi normalement sur le tournage de la boîte de nuit. J'espère qu'on ne me reconnaîtra pas entre les deux. Les repérages, c'est simple en fait, on avait des rendez-vous. Pour repérer les lieux de The Mine, on a eu, je pense, franchement, une bonne dizaine de rendez-vous avec les lieux. Parce que on a tourné à la mine de Tellure, mais à la mine Saint-Nicolas. On avait d'autres mines en tête, on avait Gabé Gothès, c'était ça.
Pareil pour le Mont Saint-Odile, à la base, on avait essayé de démarcher le Haut-Königsbourg. Et ouais, tout ça, ça engendrait au moins des appels, des rendez-vous, des mails, c'est tout bête, mais ça nous prend du temps, tu vois. Alors tout ce qui est des décors de The Mine, Marco était venu vers moi suite à un premier petit tournage qu'on avait fait. Et donc suite à tournage, il m'a contacté pour savoir si je voulais faire les décors de The Mine. Alors là, je dis oui, file-moi le scénario. Donc il m'a envoyé ça, j'ai regardé. Donc c'est de la SF et du voyage dans le temps que j'adore. Et ensuite, j'ai tout recréé, j'ai recréé un peu des idées de décors en fonction des lieux qu'il m'avait donnés. Donc j'avais créé ces décors sur différents jeux vidéo ou pour m'imager de quoi j'avais besoin. Et voilà. Plan 3, prise 1. Ok, et action! Est-ce que ça concerne l'Alliance? Stop! Du coup, c'est quoi vos cartes? On est bien, vous allez gagner. Bon, c'est quand que j'ai perdu. C'est quoi le plan? Le tournage à la Bonne Nuit, c'était aussi incroyable. Où ils jouent au poker et que la milice du coin débarque pour faire pour arrêter les personnages. Et donc là, il y a les deux acolytes qui vont se planquer derrière la table et qui basculent toute la table avec tout le poker mis en place dessus pour se planquer derrière. Cette scène, on l'a tournée plusieurs fois. Et là où c'était à la fois marrant et compliqué, c'était de remettre à chaque fois les mises à peu près comme c'était sur la table pour refaire plusieurs fois la scène. Alors là, je suis dans le moment très spécial, aussi avec son grand lot de drama et de questionnements éthiques. Le gérant nous avait dit si vous voulez couper quelque chose ou casser quelque chose, il n'y a aucun problème. De toute façon, on va avoir une restauration dans pas longtemps. Donc allez-y, amusez-vous. Donc là, moi, j'ai fait en sorte que la barrière se casse, à façon à s'ouvrir et à ne pas blesser la personne. On peut dire que c'est mon tournage le plus gros que j'ai eu à faire. Tout seul, c'est hyper difficile parce qu'on doit gérer plusieurs choses à la fois. Un petit détail passe, enfin, si un petit détail dépasse, il faut direct le mettre, sinon la caméra, on le voit tout de suite. Mais dès qu'on a des autres maquilleurs ou maquilleuses, c'est beaucoup plus simple, vraiment. Pour ce projet-là, je suis le chef maquilleur, donc je dois leur expliquer ce qu'il faut faire, quelle intention on veut donner au personnage, comment travailler les traits et tout ça. Donc d'un côté, c'est un peu plus fatigant, mais plus léger pour moi. Ulterior. Aici. Kiuirdirfo, hein? Il a été educateur ultimate. C'est vrai que ouais, on avait pris un panel de vestes, de blazers. J'en ai essayé de faire en plus de prendre de la récup. Et voilà, ça a été. En fait, il fallait que ce soit fait sur les acteurs pour se rendre compte. Et une bonne partie des accessoires qui ont été faits du coup par moi, dont les holsters effectivement qui ont été créés avec un peu tout. C'est-à-dire qu'on a pris des tapis de sport, des Scooby-Doo, de la colle. Il a fallu chercher au moins pendant un bon moment la bonne colle pour que ça colle. Donc voilà.
J'ai deux casquettes. Donc la première, c'est m'occuper, on va dire, notamment de tout ce qui est la logistique en marge des tournages. Alors que ce soit l'accueil des figurants dans la régie, la gestion de tout ce qui est nourriture, boisson, l'ambiance dans la régie et les backstage. Globalement, c'est vraiment m'occuper des backstage sur le plateau, mais aussi tout ce qui est, on va dire, logistique pour l'équipe de tournage, c'est-à-dire la répartition des différentes personnes dans les hébergements, l'écovoiturage. Et voilà concrètement un petit peu mes responsabilités en fait. On n'a pas eu tout en même temps parce qu'à la base on devait tourner en novembre. Exactement. On devait tourner en novembre et heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'on était carrément pas prêts. En vrai, on était persuadés d'être prêts et non. Moi je me souviens en novembre, tu vois, en novembre ça a été un truc de fou, tu vois. Il y a le président qui fait l'annonce du deuxième confinement. Et le jour d'avant en fait, on devait tourner, je me rappelle l'annonce devait avoir lieu le jeudi et nous on tournait le dimanche. Ouais, l'annonce c'était le jour de mon anniversaire aussi. Beau cadeau d'anniversaire quand même, hein. Repousser le tournage de The Mind. Moi honnêtement, je sais pas toi, tu vois, ça m'a détruit à mort. Moi au contraire. Mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était finalement une très bonne chose, parce qu'on n'était pas du tout prêts. Rien que pour les combats, rien que pour tout ce qui est post-technique, matériel, tout ce qui est même l'équipe en fait, on n'était pas rodés. Interview, prise 1. Voilà. Alors officiellement, je suis script, donc je note tout, les références vidéo, références son. On cherche Hilda, t'as pas vu Hilda par hasard? S'il te plaît. On cherche Hilda en fait. En fait, on va mourir. Elle est passée. On a un problème. Ouais. Et j'en fais aussi nounou sur le tournage. Parce qu'on peut mourir. Silence plateau s'il vous plaît. Annonce. Scène 11, plan 1, prise 15. Et action. L'assistant réalisateur, c'est celui qui a le mauvais boulot, puisque c'est lui qui met la pression aux gens pour que les délais soient tenus. Non, je plaisante. Mais ouais, du coup, en fait, comme son nom l'indique, le boulot d'assistant réalisateur, c'est d'assister le réalisateur, notamment dans tout ce qui est la tâche d'organisation, l'accueil des gens, et aussi pour répercuter les lignes directrices des souhaits du réalisateur, que ce soit artistique ou technique, pour dispatcher les consignes auprès des différents chefs de secteur pour l'organisation et la gestion du projet simplement. Le directeur de la photographie, c'est un autre rôle à plein temps où je suis censé en fait gérer l'image selon les souhaits artistiques, une fois de plus, et la vision du réalisateur. Donc donner les consignes au niveau de la lumière, au niveau de la décoration, du cadre et de la gestion de la caméra pour qu'on puisse obtenir l'image cinématographique selon la vision du réalisateur par rapport à son film. Mathieu, tu peux me dire si le point il est bon sur ton écran? Donc je m'occupe de tout ce qui est mise au point à l'image. Donc en gros, c'est déterminer quelle zone dans l'image doit être nette, quelle zone doit être floue, en accord avec les directions du chef-op et du réalisateur. Non, on va faire le focus sur la route, effectivement, un maximum, celle qui est devant. Alors voilà, hier on a eu au Saint-Odile des rafales de vent assez impressionnantes. Donc pour ça, quand le vent a décidé de pourrir la scène, de toute manière il pourrira la scène. Mais on a des moyens pour l'atténuer et du coup on a, par exemple sur la perche, on met un bump, ça s'appelle, donc c'est une sorte de cage en plastique qu'on met par-dessus. Et on peut encore mettre un dead cat, donc qui sont les gros trucs touffus qu'on met sur les micros. Et en fait ça va casser le vent. Si le vent est trop fort, de toute manière il va réussir à passer et faire une grosse bourrasque. Mais on va dire que ça atténue le son sur le micro et ça te permet de pouvoir quand même essayer de bosser à l'extérieur. Le plus dur, je pense que ça aurait été la pluie par rapport au matériel et tout ça. Donc c'est vrai que c'est le plus dur. Parce qu'après le reste, le froid, etc., on connaît déjà, ça nous est déjà arrivé, donc
On sait y paraît, juste habillé. Après l'eau, c'est plus un souci avec le matériel, donc c'est plus compliqué même au niveau pour protéger le matériel ou même au niveau du son, parce que du coup, il faut éviter tout ce qui est parapluie, c'est un problème pour toute l'équipe au final, parce que le moindre son sur une bâche, sur un parapluie, on l'entend. Donc c'est ça qui est le plus problématique, ouais, je pense, c'est la pluie. Putain, on a un nouveau cascadeur. Sur The Mine, j'ai été présent que 2 jours. Je me suis occupé de tout ce qui est électro, c'est-à-dire installer des lampes, tirer des câbles. Et je travaillais avec Damien Lemercier. La première chose que Damien Lemercier m'a demandé, c'est est-ce que tu as déjà fait électro sur un plateau? Et effectivement, je l'avais déjà fait, mais sur des tournages émergents, enfin cinéma émergent, je préfère, avec très peu de lampes, très peu d'éclairage, pas mal de tournages en extérieur. J'aime bien ça, c'est vraiment quelque chose qui me botte à fond. Et donc le défi, ça a été de comprendre à quoi sert tout le matériel que Damien avait ramené. Ah, il y a eu un petit défi qui était assez sympa, le cristal, qu'il fallait qu'il brille dans la roche. Ça s'est fini tout simplement avec une petite aputure LMC avec des gravillons par-dessus, et puis avec que la lampe passait que sur le cristal, et du coup on pouvait bien le voir. Et ça, c'était un défi, parce qu'en fait, on ne savait pas comment le faire. Au début, on s'était dit on va mettre une lampe qui va projeter une lumière dessus, mais du coup, il y a tout l'ensemble qui était éclairé et pas que le... Ouais, c'était un des défis, ça. La musique de The Mine, c'est un gros bordel pour commencer la chose, parce que c'est le premier projet qu'on fait finalement avec le film de Marco. On n'a jamais fait de la composition sur de l'image, et ça change énormément de la composition sur papier tout simplement. Alors nous, on a tout de suite été très intéressés, parce que ça ressemble beaucoup à notre univers qu'on essaie de mettre en image. Et quand Marco nous a demandé ça, c'est pas le même temps à respecter, c'est pas les mêmes codes que faire un clip qui se met dessus. Là, c'est nous qui devons nous mettre sur le film. Mais au final, on s'est senti très à l'aise et on a vraiment kiffé faire ça. Il y a une différence encore par rapport au film, et maintenant, admettons, nous, les bandes son CD, tout ça, les musiques classiques. Dans les films, tu as plein de passages où il faut tenir les gens en haleine, malgré qu'il ne se passe pas forcément grand-chose à l'écran. Tu as des longueurs et des nappes qui, au final, si tu les enlèves, on verrait tout de suite qu'il y a un problème. Tu as une scène de 6 minutes, donc tu auras 6 minutes de comme ça, au final, comme un film se fait, en émotion. Donc au final, notre musique, et là, et la complexité, ça devait faire comme ça. Ça, c'était nouveau et peut-être complexe. Non, parce que les gens s'attendent à un au niveau de la musique aussi. Mais il l'aura en son design. Ça risque de paraître un peu étrange. Tempo, tu auras peut-être besoin. Ce qui a été un peu compliqué avec la musique et Skynall, c'est que c'était leur première fois qu'ils faisaient de la musique de film. Nous, c'est la première fois qu'on demandait à des compositeurs de venir nous aider à faire de la musique aussi. Et il y a eu pas mal d'échanges. Je sais que moi, je suis venu plusieurs fois, mais Marco, toi, tu y allais toutes les semaines. Toutes les semaines, j'étais chez eux. Toutes les semaines pendant 1 an. Mais même encore maintenant. Si et jamais. là, on est super fiers de ce qu'ils ont réussi à faire. C'est vraiment cool, quoi. Il faut respecter des images qui arrivent à un certain moment. Donc tu as des évolutions de tempo tout au long du morceau. Et il faut faire en sorte que ça ne s'entende pas. Donc il y a des transitions à faire et des trucs. Donc c'est une composition qui est complètement différente. Donc on a essayé de toucher un petit peu on va dire, on a un petit peu d'électro dedans, on va faire un petit peu d'orchestral. Au fur et à mesure que le procédé il devenait un petit peu plus précis, la musique se précisait aussi. Et du coup, là, on arrive enfin à quelque chose qui a un petit peu de gueule, quoi. Eh bien, c'était pas très compliqué. Je m'occupe notamment des VFX, donc les effets visuels, et je me suis occupé plus particulièrement de la modélisation 3D et de l'intégration de ces objets-là à l'écran.
En gros, c'est assez simple. C'est effectivement, Marco m'a demandé d'intégrer un vaisseau à la base, un vaisseau de l'Alliance, si j'ai bien compris. Et le but était simplement de rendre ça le plus agréable visuellement possible. Et donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, on verra si le résultat est au rendez-vous, quoi. En gros, la discussion au départ avec Marco était assez, pas complexe, mais diffuse, dirons-nous. Il ne savait pas trop ce qu'il voulait. Donc, au fur et à mesure des discussions, on a établi que l'idée était de créer des vaisseaux de transport de troupes pour une invasion terrestre. Donc je me suis basé sur cette idée-là pour créer des vaisseaux qui semblaient en même temps robustes et ergonomiques pour la demande. Donc pas forcément des chasseurs qui vont ultra vite, mais des vaisseaux assez lourds, assez blindés, avec une sorte de mécanisme de plateforme qui descend pour débarquer les troupes. Après, comme dit ça, c'est toujours un petit peu de l'ordre de, de l'imaginaire, étant donné qu'on ne voit pas ça dans ces plans-là. Mais si jamais l'univers venait à être étendu, disons qu'il y a certaines choses qui sont déjà assises. Là, l'idée, c'était d'intégrer les vaisseaux sur un plan fixe. Donc moi, mon défi, c'était de rendre ça photographiquement intéressant, que le mouvement des vaisseaux soit fluide et qu'ils remplissent l'image sans être poussif, en fait. Et ça, je pense qu'on a réussi à avoir un résultat correct. Globalement, tout ce qui est science-fiction ou fantasy m'intéresse. Alors, Marco, on s'était croisés, je crois, au Kino Mulhouse, ouais. Et du coup, de fil en aiguille, on a discuté. Puis voilà, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire des VFX? J'ai dit oui. Alors effectivement, on s'était entretenu il y a quelques semaines, quelques mois, pour établir déjà une forme de charte graphique, pour voir les couleurs qui plaisaient, pour voir un petit peu la forme. On avait effectivement un type de tir pour Hilda, enfin un type de flash, un type de forme pour Hilda, un pour les HDA, un autre pour Bright, avec à chaque fois du coup une couleur différente, même si Hilda et les HDA sont très proches. Après, il y a une grosse interprétation en fait sur sur les lasers, dans le sens où tu ne vois pas forcément sur certains plans où on va juste avoir un comédien de profil, tu vois pas forcément l'origine du tir, tu vois pas la personne l'ennemi qui tire, mais du coup il va falloir interpréter, est-ce que de cette perspective, de cet angle-là, ça passe. Alors des fois tu te lances dans un truc et au moment de visionner un peu plus tard, complètement dans le jus, complètement à côté, donc il faut tous les reprendre, recadrer, repartir. Ça prend du temps, mais c'est ça les grosses difficultés. La vraie histoire pour la scène post-générique, c'est... Donc moi j'étais en train de faire la musique avec Mike et Adrien de Skynall. On s'est dit, il manque un truc. Il manque un truc dans The Mind, dans le montage. On tourne une nouvelle scène post-générique. Donc voilà, j'appelle Aurel, j'essaie de réunir l'équipe, une petite équipe. On se dit, on va tourner au Grand Ballon. Et je peux en parler? La scène post-générique, c'était génial. En fait, je me suis dit, mais l'équipe de tournage, en fait, c'est quoi le délire? C'est toujours plus haut, toujours plus loin. Alors, on a fait les mines très dans les terres, on a fait le Mont Saint-Odile qui surplombe magnifiquement. Puis là, on tourne carrément dans les hauteurs, je crois le point culminant du Haut-Rhin. Il faut parler des conditions de tournage, parce que c'était atroce. Voilà, pour faire simple. Non, après, la journée commençait bien. Mais voilà, c'était au début. Après, c'était de pire en pire. Ouais, non, c'était terrible. Et le froid qui s'insinuait doucement. Voilà, on se pelait les miches. Elle est venue presque un an après le tournage. Et quand tu es dans un personnage que tu bosses pendant un mois, non-stop, ça va. Et moi, ma frayeur, c'était de le perdre. C'est-à-dire, au bout d'un an, est-ce que le chien n'a pas disparu? Est-ce qu'il n'a pas changé de voix? C'est ma préoccupation. Mais c'était super aussi de rendosser le personnage et puis de toujours se retrouver dans des endroits dingues. Du coup, ce qui était cool avec cette scène post-générique, c'est que c'est une surprise vraiment pour tout le monde. Il y a peut-être 90% de l'équipe qui n'est même pas au courant qu'il y en a une.
qui ont peut-être vu dans le teaser une image de vaisseau qui leur a fait dire que ok, ils avaient peut-être pas tout vu en fait. Mais on a gardé ça secret un maximum de temps. Il y a vraiment presque personne qui est au courant, donc on espère que ils auront kiffé. C'est pas assez reconnu, on les voit pas assez, c'est une équipe bénévole qui travaille sur le tournage. Toutes les personnes à l'équipe technique, j'aimerais qu'on les applaudisse s'il vous plaît. Ingénieur Buisson, Yann. Le chef de métro, Damien. Le chef d'Ego, Tom. Guillaume! Yann Le Poitin! Chef Massino, assistant cam, Thomas! Électro en France, Antoine! Et je commence à plus avoir de voix, donc pour tous les autres, je suis vraiment désolé. Et j'aimerais qu'on fasse un tonnerre de bordel pour Aurélien et Marco qui ont organisé... Tout le monde était porté par une énergie commune, avec des moments difficiles, des épreuves et machin. Mais voilà, c'est un projet collectif et l'air de rien qui se tourne quand même dans la région, donc chapeau. Alors moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il y ait un projet comme ça de belle ampleur, parce qu'on a quand même une grosse équipe avec beaucoup de gens très compétents qui étaient tournés dans la région avec des lieux superbes. C'est une création de la région qui est atypique, qui est pleine d'ambition, de passion. Parce que c'est un projet qui a pris beaucoup de temps, qui tient énormément à cœur à toutes les personnes qui l'ont fait. Pour pouvoir donner de soutien à des personnes qui sont derrière la caméra ou même devant, pour leur dire ce que vous avez fait, c'est bien, recommencez. Parce que nous, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Moi mec, j'ai les larmes qui ont monté à une vitesse. J'entendais le nom de tout le monde. J'étais là en mode putain mais c'est incroyable ce qu'on a fait. On a réussi à faire ça. Mais en plus c'était à la boîte de nuit à Ribeauvillé. Donc c'était vraiment ambiance un peu sombre avec pas mal de lumière et tout. Enfin c'était super beau. Là, il y avait vraiment un univers quoi. Là on était vraiment dans le concret à 100%. Alors moi j'ai été ému de ouf en fait. C'est jamais vraiment fini. C'est ça qui... C'était pas vraiment une fin. C'était plus un au revoir. Un to be continue. Voilà, exactement, comme to be continue des films. La suite est déjà écrite, ça veut dire que je sais où je vais dans mon scénario, je sais où je vais dans mon histoire, parce que dans tous les cas, The Mine a toujours été la première pierre de l'édifice. J'ai des choses bien plus grandes, bien plus spectaculaires à montrer, mais tout ça, ça demande bien plus de budget, ça demande bien plus de temps. Et pour l'instant, on se concentre sur The Mine et puis on verra par la suite ce que ça donne. Au final, The Mine, ça aurait été 3 ans de doute, de stress, mais aussi beaucoup de belles rencontres. The Mine appartient aussi à toute l'équipe, que ce soit du figurant à la production. Chacun a mis sa pierre à l'édifice et on est très fiers de pouvoir dire qu'on l'a fait avec vous. Ça aurait été un voyage incroyable, une grande aventure humaine, et vous pouvez en être sûr, la suite le sera tout autant.